Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Je m'arrête au niveau du panneau. Oui, réponse A, non, réponse B. Je cède le passage à gauche uniquement. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors ici on arrive à une intersection où on a un panneau stop. Donc dans ce cas-là, il est inutile de s'arrêter au panneau. Il faut s'arrêter au marquage au sol. Ensuite, est-ce que je cède le passage uniquement à gauche ? Non, on a un stop. On doit laisser le passage aux personnes venant de gauche et aux personnes venant de droite. Donc ici les bonnes réponses sont les réponses B et D. Question numéro 2. Cet outil permet le remorquage d'un véhicule. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, cet outil, tu peux soit le fixer à l'avant ou à l'arrière du véhicule, comme tu le vois sur la vidéo. Alors, il permet tout simplement soit de remorquer un véhicule si tu le places à l'arrière, soit de se faire soi-même remorquer par un autre véhicule si tu le places à l'avant. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 3. Dans cette situation, je serre à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'accélère. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, regarde le rétroviseur gauche. On a un véhicule qui est en train de nous doubler. Alors, quelles sont les bonnes manières à adopter quand on te double et pourquoi ? Alors, quand on te double, il faudra tout d'abord serrer à droite au maximum. Et ce pour deux raisons. La première raison, c'est de pouvoir laisser un espace agréable pour que le véhicule puisse te doubler. Également, regarde ici. Là, c'est le véhicule derrière toi quand t'as pas serré à droite. Regarde le champ de vision en vert. Et maintenant, regarde le champ de vision quand tu as serré à droite. Tu vois très bien que le véhicule qui est derrière toi a un plus grand champ de vision si tu serres à droite et donc il peut voir plus loin. Également, la deuxième chose, c'est qu'il ne faut surtout pas accélérer, car si tu accélères en même temps qu'il te dépasse, il va avoir du mal donc à te dépasser et donc te rabattre, et donc une plus grande chance pour le véhicule qui est en train de te dépasser de rencontrer un véhicule en sens inverse. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et D. Question numéro 4. Le panneau de forme triangulaire indique un danger permanent. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, comme tu le vois ici, le panneau de danger qui annonce un Dodan ou Cassis est sur fond jaune. Donc, un panneau de danger sur fond jaune indique un danger temporaire. Si ça avait été un danger permanent, alors ce même panneau aurait été sur fond blanc. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 5. La distance de sécurité est la distance minimale réglementaire entre deux véhicules. Oui, réponse A, non, réponse B. À 80 km/h, elle est de réponse C, 48 mètres, réponse D, 24 mètres. La distance de sécurité, c'est bien la distance minimale réglementaire entre deux véhicules. Elle correspond à la distance parcourue pendant 2 secondes. À 80 km/h, cette distance est de 48 mètres. Alors comment on la calcule? C'est très simple. On prend le chiffre des dizaines, ici le 8, on la multiplie par 3, donc 3 fois 8, 24, et on la remultiplie par 2, donc 24 fois 2, 48. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Si vous avez du mal avec le calcul de la distance de sécurité, je vous conseille vivement d'aller dans la formation. Question numéro 6. Ce conducteur peut stationner à l'endroit où il se trouve s'il utilise un disque bleu. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, regardez ce panneau. Donc ce panneau, c'est un panneau de fin de zone, de stationnement gratuit, limité dans la durée. Donc par disque bleu. Donc ça, c'est la fin de zone. C'est-à-dire que après le panneau, ce type de stationnement n'est plus d'actualité. D'accord ? Mais avant ce panneau, donc là où est ce conducteur, c'est qu'effectivement, on est sur un stationnement par disque. Hein ? D'ailleurs, vous pouvez voir le marquage au sol, qui est un marquage au sol bleu. Donc, dans les zones de stationnement par disque, tu dois poser donc le disque visible au niveau de ton pare-brise et en indiquant l'heure du stationnement. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 7. Je ne me suis pas arrêté lors d'un contrôle de police. Cette infraction constitue réponse A, un refus d'obtempérer, réponse B, un délit de fuite. Alors attention parce que vous vous trompez souvent sur refus d'obtempérer, délai de fuite et c'est des questions qu'on pose souvent lors de l'examen officiel. Un refus d'obtempérer, c'est quoi ? Un refus d'obtempérer, c'est lorsque tu refuses le contrôle de police, c'est-à-dire que tu t'arrêtes pas à un contrôle de police. Plus largement, en fait, c'est quand tu n'obéis pas à un ordre légal face à un agent de l'ordre public. Un délit de fuite, c'est vraiment autre chose. Un délit de fuite, c'est lorsque tu fais un accident et que tu ne t'arrêtes pas, soit pour constater l'accident, soit pour aider une victime dans le cas d'un accident avec dommages corporels. Donc c'est deux choses différentes, d'accord ? Donc ici,
donc ne pas s'arrêter lors d'un contrôle de police, c'est ce qu'on appelle un refus d'obtempérer. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 8. Avoir une alcoolémie de plus de 0,8 g par litre de sang au volant constitue réponse A, une infraction. Réponse B, un délit. Réponse C, une contravention. Réponse D, un crime. Alors, souvent, vous confondez tout. Vous confondez contravention, infraction, délit. Donc, on va voir tout ça tout de suite. Alors, c'est quoi une infraction déjà ? Une infraction, c'est le fait de contrevenir à la loi. D'accord ? Et lorsque vous allez contrevenir à la loi, vous allez avoir des sanctions. Et il y a différents types de sanctions qui sont classées selon leur gravité. Vous allez avoir les infractions les moins graves qui sont des contraventions. Ensuite, un peu plus graves, les délits. Et ensuite, les plus graves qui sont les crimes. Alors, concernant les contraventions, c'est quoi ? Les contraventions, ce sont des sanctions pécuniaires, par exemple des amendes, plus des sanctions administratives. Par exemple, des retraits de points, des suspensions de permis, des annulations de permis. Ensuite, les délits, ça va être quoi ? Ça va être la même chose, sauf que ce sera un peu plus. Ce sera des amendes un peu plus grandes, ce sera des sanctions administratives un peu plus grandes, et également des peines de prison. Pour les délits, les peines de prison vont de 2 ans à 10 ans. Et enfin, vous avez les crimes. Donc les crimes, il y aura également des sanctions pécuniaires, il y aura également des sanctions administratives, et il y aura des peines de prison allant de 15 ans à la peine à perpétuité. Voilà la différence entre infraction, contravention, crime et délit. Lorsque ton alcoolémie est supérieure à 0,8 g par litre de sang, ça constitue un délit. Et donc, c'est également une infraction. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Question numéro 9. Dans cette situation, réponse A, je m'arrête. Réponse B, je passe. Alors là, on peut voir, on est dans une rue à double sens de circulation et la voiture d'en face passe. Alors, on voit que c'est la voiture d'en face qui rencontre l'obstacle, c'est-à-dire les voitures garées. Donc, tu devrais me dire, normalement, c'est moi qui ai la priorité, je passe. Oui, mais en fait, non, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, on va juste revoir les règles de priorité. Alors, dans une rue à double sens de circulation, c'est le véhicule qui rencontre l'obstacle qui doit céder le passage au véhicule en face. Par exemple, ici, la voiture blanche rencontre une voiture garée à droite, jaune. Donc, elle doit laisser la priorité à la voiture rouge. Cependant, si la voiture blanche est déjà engagée, alors, dans ce cas-ci, c'est à nous de nous arrêter pour éviter justement l'accident et le contact avec la voiture qui vient de face. Donc ici, dans ce contexte, je m'arrête. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 10. Les piétons ont la priorité sur les tramways dans les zones de rencontre. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, beaucoup de gens pensent qu'ils ont la priorité dans les zones de rencontre sur tous les véhicules, notamment les tramways, mais c'est faux. Donc, les piétons ont la priorité sur tous les véhicules à moteur, sauf les tramways. Tout simplement parce que les tramways ont une distance d'arrêt beaucoup trop longue. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 11. Je souhaite stationner à droite. Je me gare alors en créneau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je serre mon véhicule le long du trottoir avant ma manœuvre. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, il faut que tu saches qu'il existe 3 types de stationnement. Le stationnement en créneau, le stationnement en bataille et le stationnement en épi. Alors, concernant le stationnement en créneau, c'est lorsque les voitures se garent l'une derrière l'autre, en général, sur le bord de la route. Ensuite, pour le stationnement en bataille, c'est un stationnement qui se fait perpendiculairement à la route. Ensuite, vous avez les stationnements en épi. Alors, il existe 2 types de stationnement en épi. Le stationnement par l'avant et le stationnement en épi en marche arrière. Tout dépendra du sens de circulation et de l'inclinaison du stationnement en épi. Alors ici, comme vous pouvez le voir sur l'animation, si je stationne à droite, alors je vais stationner en épi et non en créneau. Et vu l'inclinaison des stationnements, ce sera un stationnement en épi en marche avant. Deuxième sous-question, je serre mon véhicule le long du trottoir avant ma manœuvre. Eh bien non. Pourquoi? Tout simplement parce que vous voyez qu'on a des lignes épaisses dites discontinues qui viennent matérialiser une voie réservée. En l'occurrence ici, c'est sûrement une voie réservée au vélo vu la largeur de la voie. Donc, surtout, je ne serre pas mon véhicule au niveau du trottoir parce qu'on a une voie réservée et donc ce n'est pas notre voie. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on serre au maximum sur notre voie de circulation et on initie la manœuvre en marche avant. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et D. Question numéro 12. Question numéro 40. Ce pictogramme représente A. Les feux de route, B. Les feux de position, C. Les feux de croisement. La bonne réponse est la réponse A. Ce pictogramme représente les feux de route. Question numéro 13. Ce véhicule transporte des matières dangereuses. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, la plaque de gauche carrée avec les chiffres inscrits dessus indique que le véhicule transporte des matières dangereuses. À droite, la plaque losange indique le type de matière dangereuse que ce véhicule transporte. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 14. Un véhicule peut se situer dans l'angle mort d'un deux roues. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va revoir la vidéo. Voilà. Et là, regardez, là, sur le rétroviseur gauche, on voit une voiture qui grossit, donc qui s'approche. Et là, hop, là, on ne la voit plus. D'accord? Donc, si on ne la voit plus, c'est tout simplement que la voiture est dans l'angle mort du deux roues. Voilà. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 15. Dans un tunnel, la distance de sécurité est de réponse A, 2 diodes bleues. Réponse B, 3 diodes bleues. Pour des raisons de sécurité incendie, la distance de sécurité dans un tunnel entre deux véhicules à moteur est de 2 diodes bleues. La bonne réponse est donc la réponse A. Question numéro 16. Téléphoner au volant avec un système intégré et sans risque. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tout d'abord, vous devez savoir que téléphoner avec un système intégré est autorisé. Ce n'est pas interdit. Cependant, ça va augmenter donc les risques d'accident. Par exemple, on sait que utiliser son téléphone au volant va multiplier par 3 la probabilité de survenue d'un accident. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 17. Le comportement de ce véhicule est dangereux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je le dépasse par la droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, est-ce que le comportement de ce véhicule est dangereux? Vous avez bien vu, le véhicule fait demi-tour et il passe très proche des piétons qui sont sur les places de parking. D'ailleurs, les piétons se décalent. Donc, est-ce qu'il a un comportement dangereux? Oui, il a vraiment un comportement dangereux. À la question, est-ce que je le dépasse par la droite? Il faut savoir qu'il est totalement interdit de dépasser par la droite, même en agglomération.
Donc, les bonnes réponses ici vont être les réponses A et D. Question numéro 18. Le liquide AdBlue permet de réduire les émissions polluantes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme tu peux le voir ici, dans certaines motorisations, à côté de ton bouchon de carburant, tu auras un bouchon d'AdBlue. L'AdBlue, c'est un liquide qui permet en fait de réduire les émissions polluantes. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 19. L'intervalle de sécurité entre deux véhicules est de A. 1 seconde, B. 2 secondes, C. 3 secondes. Encore une fois, c'est une question de cours. Sachez que ce sont des questions récurrentes. Hein. Il y a 4 distances à connaître. La distance de sécurité, la distance de réaction, la distance de freinage et la distance d'arrêt. Vous devez comprendre ces 4 distances et vous devez savoir les calculer. Ça, vous allez voir ça dans le cours. On ne va pas pouvoir voir ça aujourd'hui, ce serait trop long. Aujourd'hui, on parle d'intervalle de sécurité ou de distance de sécurité. L'intervalle de sécurité entre deux voitures doit être de 2 secondes. C'est-à-dire que ce qui vous sépare en temps entre vous et la voiture qui a devant, c'est 2 secondes. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 20. À 70 km/h, je parcours en 1 seconde. Réponse A, 21 mètres. Réponse B, 42 mètres. Ma distance de sécurité est bonne. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, comment connaître la distance que je fais en 1 seconde ? C'est très simple. Ici, on roule à 70 km/h. Donc, on prend le chiffre des dizaines, ici 7, et on le multiplie par 3. 3 x 7, 21. À 70 km/h, je parcours 21 mètres en 1 seconde. Concernant ma distance de sécurité, est-ce qu'elle est bonne ? Bon, on pourrait, avec les notions qu'on a et les connaissances qu'on a, on pourrait la calculer et la comparer avec les lignes de rive. Bon, là, c'est simple. On les a, les lignes de rive. Et on sait qu'une bonne distance de sécurité sur route est de 2 lignes de rive. Or, ici, vous voyez bien qu'on ne les a pas, les 2 lignes de rive. Donc, on n'a pas une bonne distance de sécurité. Les bonnes réponses ici vont donc être les réponses A et D. Question numéro 21. En période probatoire, je roule sur cette autoroute. La vitesse maximale autorisée est de réponse A, 50 km/h, réponse B, 80 km/h, réponse C, 110 km/h, réponse D, 130 km/h. Alors, ici, peu importe que vous soyez en probatoire
ou hors probatoire, comme vous le remarquez, on a une très faible visibilité. D'ailleurs, on a une visibilité qui est à peine de quelques mètres. Elle est inférieure à 50 mètres. Et lorsque, sur une route, ou même, peu importe la route, en agglomération ou hors agglomération, si la visibilité est inférieure à 50 mètres, alors la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 22. Après avoir protégé la zone accidentée, je dois en premier lieu, réponse A, appeler les secours, réponse B, secourir la victime, réponse C, faire un prédiagnostic. Alors, vous devez savoir que si vous êtes témoin ou protagoniste d'un accident, vous devez respecter une certaine procédure. Alors, tout d'abord, il va falloir protéger, ensuite alerter et à la fin, secourir. Ces trois choses, vous devez les faire dans l'ordre. C'est ce qu'on appelle le PAS ou le PAS. C'est un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. Alors, dans cette question, d'accord, on dit qu'on a déjà protégé la zone accidentée. Donc, la deuxième étape est d'alerter les secours. Mais attention, alerter les secours, ça ne veut pas dire tout de suite les appeler. Alerter les secours, dans un premier temps, ce sera tout d'abord de réaliser un prédiagnostic. Alors, c'est quoi faire un prédiagnostic? Il y a deux choses à réaliser lorsqu'on fait un prédiagnostic. Tout d'abord, c'est d'avoir l'adresse exacte de l'accident. Si vous êtes en agglomération, le nom de la rue et le numéro de la rue. Si vous êtes sur route ou autoroute, vous pouvez tout simplement indiquer ce qu'il y a écrit sur soit la borne d'autoroute ou la borne de route, c'est-à-dire le numéro de l'autoroute et le point kilométrique, mais également le sens de circulation de l'autoroute. Par exemple, si vous êtes sur la A13, vers Versailles, bien indiqué que vous êtes sur la A13 en direction de Versailles. Donc ça, c'est la première étape du prédiagnostic. La deuxième étape, ce sera un état des lieux corporel de la victime. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, son état de conscience. Est-ce qu'elle est consciente ou non? Sa respiration. Est-ce qu'elle respire ou non? Est-ce qu'elle a un membre qui est visuellement cassé ou non? Si vous voyez une hémorragie externe ou non. Donc, voilà pour le prédiagnostic, c'est-à-dire la chose à faire avant d'appeler les secours. Donc ici, la bonne réponse est la réponse C. Question numéro 23. L'appui-tête est bien réglé. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, pour que l'appui-tête soit correctement réglé, il faut que le haut de l'appui-tête soit aligné avec le haut du crâne. Donc ici, c'est bien le cas, donc l'appui-tête est bien réglé. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 24. Pour un permis probatoire, le taux d'alcool maximal autorisé avant contravention est de A. 0,2 g par litre de sang, B.
0,5 g par litre de sang. Alors, comme le montre ce document que vous pouvez retrouver dans la formation, donc, le taux maximal autorisé avant contravention pour un permis probatoire est de 0,2 g par litre de sang. Lorsqu'on n'est pas en probatoire, c'est 0,5 g par litre de sang. Donc, sachez qu'au-delà de 0,2 g, c'est une contravention de classe 4, donc vous perdez 6 points. Et vous payez 135 € d'amende. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 25. L'arrêt à droite est réponse A, limité, réponse B, gratuit, réponse C, payant. Alors ici, comme tu le vois, les pointillés sont bleus. Les pointillés sont bleus et juste au-dessus, il y a marqué « Arrêt limité à 10 minutes ». Donc ici, on est sur un arrêt qui est limité. Et en plus de ça, le panneau nous dit que l'arrêt est limité à 10 minutes. Alors, comment savoir qu'on respecte bien les 10 minutes, si par exemple un policier passe et vérifie si ça fait bien 10 minutes que vous êtes là. En fait, sur ce genre d'arrêt ou de stationnement, il faudra apposer ce qu'on appelle un disque de stationnement, ou sinon on appelle ça un disque bleu, d'accord ? Et là, il va falloir que tu mettes ton heure d'arrivée. Donc ici, le stationnement n'est pas payant, il est gratuit. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et B. Question numéro 26. La portée des feux de croisement est de réponse A, 30 mètres, réponse B, 50 mètres, réponse C, 100 mètres, réponse D, 150 mètres. Alors, la portée des feux de croisement est de 30 mètres. Alors que, par exemple, la portée des feux de route est de 100 mètres. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 27. Je circule sur autoroute. La vitesse maximale autorisée est de 90 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, je vous montre donc le tableau récapitulatif des vitesses maximales autorisées selon le type de route. Ici, on est en conditions atmosphériques donc normales, donc la vitesse maximale autorisée est de 130 km/h ou de 110 km/h si on est en probatoire. Alors, le panneau 90 que vous voyez ici, il s'applique seulement si vous prenez la sortie. Donc la sortie pour Saumur. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 28. En plaçant mon pied devant le frein, je réduis. Réponse A, la distance d'arrêt. Réponse B, la distance de freinage. Réponse C, la distance parcourue durant le temps de réaction.
Alors, comme vous le savez, dans les modules pédagogiques du code de la route, on a plusieurs distances que tu dois savoir calculer. Distance de freinage, distance d'arrêt, distance parcourue durant le temps de réaction, distance de sécurité. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à la distance d'arrêt, notamment à la distance de freinage. Alors, ce qu'il faut savoir, la distance d'arrêt, c'est quoi? La distance d'arrêt, c'est le temps parcouru durant le temps de réaction et durant le freinage. Donc, distance d'arrêt, c'est égal à distance parcourue pendant le temps de réaction plus la distance de freinage. Alors, qu'est-ce que le temps de réaction? Le temps de réaction, il est composé donc de 4 composantes qu'on va appeler PADA. Hein. Ce sera un moyen mémotechnique pour s'en souvenir. Donc, PADA, P pour percevoir, A pour analyser, D pour décider, A, agir. Donc, percevoir, ça va être voir le danger. Analyser, c'est-à-dire, analyser, c'est dans quelles conditions je suis. Décider, c'est qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais freiner? Est-ce que je vais tourner? Est-ce que je vais accélérer? Et ensuite, en dernier recours, le A pour agir. Donc c'est le moment où on agit. En général, on freine. Donc ici, si je place mon pied devant le frein, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réduire la distance parcourue durant le temps de réaction, parce que j'aurai déjà le pied devant le frein. Également, étant donné que la distance parcourue durant le temps de réaction fait partie de la distance d'arrêt, alors je vais aussi réduire de manière mécanique la distance d'arrêt. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 29. L'étiquette énergie permet de connaître le niveau d'émission de CO2 d'une voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, juste ici, je te mets l'étiquette d'énergie d'une voiture. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, tout au-dessus, les informations du véhicule, donc type de véhicule, le carburant, si c'est un essence, un diesel ou un électrique, la consommation de carburant qu'on appelle WLTP, c'est-à-dire sa consommation mixte, et ensuite, il y a son émission de CO2 par kilomètre, donc qui est compté en grammes par kilomètre. Et donc, il y a un classement. Il y a un classement sur 7 lettres. Donc, effectivement, les véhicules qui ont le classement A sont les moins polluants, et ceux qui ont le classement G sont les plus polluants. Donc, pour répondre à la question, l'étiquette énergie permet de connaître le niveau d'émission de CO2. La réponse est la réponse A. Question numéro 30. L'ESP permet A. de corriger la trajectoire, B. de stabiliser le véhicule, C. de se garer. Alors, l'ESP, c'est une aide active à la conduite, en opposition avec les aides passives à la conduite. Je vous en réfère au cours de la formation. Donc l'ESP, en fait, ça permet de corriger la trajectoire du véhicule automatiquement et donc de stabiliser le véhicule. Hein. À ne pas confondre avec le parc assist et avec toutes les autres aides à la conduite.
Le parc assist, lui, oui, il va vous aider à vous garer. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Question numéro 31. Je suis en période probatoire. Je peux rouler à. Réponse A, 70 km/h. Réponse B, 60 km/h. Réponse C, 90 km/h. Alors là, comme tu le vois, on a une signalisation verticale qui nous indique que la vitesse maximale autorisée est de 70 km/h. Tu peux donc rouler également à 60 km/h. Par contre, tu ne pourras pas rouler au-dessus de la vitesse maximale autorisée. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Question numéro 32. Je dois suivre la trajectoire. A, réponse A. Trajectoire B, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, on a deux trajectoires. Trajectoire A à gauche, trajectoire B à droite. Si vous voyez bien, les deux voies sont séparées par une ligne discontinue épaisse. Donc les lignes discontinues épaisses viennent matérialiser une voie réservée. Ici, on peut voir un marquage au sol avec un vélo. On est donc sur une bande cyclable. Donc effectivement, je reste sur la voie A. Alors sur la voie A, on peut remarquer un dos d'âne. Donc je roule à 45 km/h. Donc je vais être amené à ralentir. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, hein, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Hein, sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. Hein, c'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement. Vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 33. Dans ce contexte, réponse A, je serre à gauche. Réponse B, je serre à droite. Réponse C, je roule au milieu.
Alors regarde, dans cette situation, si on regarde le rétroviseur gauche, on voit un scooter qui essaye de nous dépasser. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va serrer le plus à droite possible pour le laisser passer. Alors certes, est-ce qu'il a le droit de faire ça? Non, il n'a pas le droit de faire ça, mais on voit qu'il insiste, il est vraiment, il nous colle. D'autant plus que en France, on serre toujours à droite sur notre voie. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 34. Je roule hors agglomération. La vitesse est limitée à 50 km/h. Réponse A, dès l'implantation du panneau. Réponse B, à 300 mètres. Je vais rencontrer des virages dangereux dans. Réponse C, 300 mètres. Réponse D, 150 mètres. Question très intéressante. Alors, les panneaux d'interdiction de vitesse maximale, en général, commencent à l'implantation du panneau. Les panneaux de danger, quant à eux, hors agglomération, commencent 150 mètres après le panneau. Cependant, ici, on a un panonceau. Et ce panonceau vient préciser les panneaux qu'il y a au-dessus de lui. Ce panonceau concerne les deux panneaux. Donc ici, je vais devoir rouler à 50 km/h dans 300 mètres. Et je vais également rencontrer des virages dangereux dans 300 mètres. La bonne réponse ici sont nos réponses B et C. Question numéro 35. Le covoiturage permet, réponse A, de gagner du temps, réponse B, de faire des économies, réponse C, de diminuer le nombre de voitures en circulation. Alors bien sûr, hein, le covoiturage va vous permettre tout simplement de faire des économies, hein, notamment de carburant. Lorsque vous faites un trajet à 4 ou un trajet tout seul, la consommation de carburant est divisée par 4. Il permet aussi de diminuer le nombre de voitures en circulation. Par contre, il ne vous permettra pas du tout de gagner du temps. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 36. Le réservoir du liquide de refroidissement se trouve, réponse A en A, réponse B en B. La jauge du niveau d'huile se trouve, réponse C en B, réponse D en D. Alors, on va se faire un petit récapitulatif sur les équipements, notamment les équipements qu'il y a sous le capot. Donc en A, ça c'est le réservoir du liquide de refroidissement. En C, ça c'est le réservoir d'huile. En D, la jauge du niveau d'huile. En B, liquide de frein. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 37. Après ce panneau, je vais devoir équiper mon véhicule d'un dispositif antidérapant. Oui, réponse A, non, réponse B.
La route est praticable. Oui, réponse C. Non. Réponse D. Alors, ici, en fait, on a affaire à un panneau de praticabilité. Ce panneau nous informe si la route est ouverte ou non. Hein. Alors, bien sûr, sur ce panneau est indiqué si le chemin est ouvert. Ici, c'est ouvert, mais aussi il y a le panneau où le chemin est fermé. Il nous indique aussi les équipements à mettre en place sur son véhicule. Ici, on voit bien qu'on a le panneau d'obligation d'équipement de dispositifs antidérapants. Donc ça peut être des chaînes, donc chaînes métalliques ou chaînes textiles, ou alors ça peut être des pneus neige 3P MSF. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 38. Le piéton a la priorité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je refuse la priorité au piéton, je risque. Réponse C. Une perte de 6 points. Réponse D. Une perte de 3 points. Alors, sache que tu es dans l'obligation de t'aider la priorité au piéton à un passage piéton. Le cas contraire, ça c'est ce qu'on appelle un refus de priorité piéton, et c'est sanctionné par une contravention de 4e classe, une perte de 6 points sur le permis de conduire et 135 € d'amende. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans l'information. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent 2 questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez
La formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant un an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. Les branches des lunettes peuvent affecter le champ de vision. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, la notion de champ de vision, on va pas la traiter aujourd'hui parce que là, on est sur un test. Bon, là, je vous ai mis une petite image que vous pouvez retrouver sur le cours de la formation. Donc, je vous laisse aller dans la formation pour voir vraiment ce que c'est que le champ de vision. Alors, concernant les lunettes, alors bien sûr, la largeur des branches sur les lunettes, notamment les lunettes de soleil, peuvent affecter le champ de vision. Donc, privilégiez toujours des lunettes avec des branches minces pour avoir le champ de vision le plus étendu possible. Donc, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 40. Le stationnement est matérialisé par un marquage bleu. Je dois disposer d'un disque bleu sur le tableau de bord. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, comme tu peux le voir, le stationnement est délimité par des lignes bleues. C'est-à-dire que tu es sur une zone de stationnement bleue. Donc, le stationnement est gratuit, limité dans le temps, et tu dois apposer ton disque bleu sur le tableau de bord avec l'heure d'arrivée au stationnement. La bonne réponse ici est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.